Ça y est, vous venez enfin d'emménager dans votre nouvel appart, vous en êtes fiers et c'est donc le moment d'inviter vos potes pour une bonne crémaillère. Vous voulez faire les choses bien, alors vous essayez de penser à tout pour offrir la meilleure des soirées à vos invités. Vous passez des heures au magasin et vous faites le plein de boissons en tout genre et d'amuse-gueule. Vous ne regardez pas à la dépense, vous sacrifiez votre samedi entier pour tout préparer, déco, musique, grand ménage, tout y passe. Le grand soir est enfin arrivé et tout le monde est venu, l'ambiance est au beau fixe et vous ne voyez que des sourires sur les visages. C'est soir disco. Mais c'est à ce moment-là que vous voyez arriver Jean Gaspard, le relou du bureau qui est toujours à la machine à café. Jean Gaspard élève des vers de pêche, il est fan d'Herbert Léonard et il porte toujours des t-shirts aux aisselles auréolées. Et c'est alors que Jean Gaspard va passer la soirée à relever toutes les choses qui, à ses yeux d'expert, ne vont pas dans votre petite fête. T'as pas mis Annie Cordy dans ta playlist? T'as pas de sirop d'orgeat pour mélanger au coca? T'as pris que des gobelets rouges? Moi j'aime bien les bleus. T'as pas de pâté pour mettre sur la pizza? La soirée s'achève et les sourires de vos amis ne sont déjà plus qu'un lointain souvenir. Malgré tous vos efforts pour satisfaire le plus grand nombre, il aura suffi d'un Jean Gaspard, l'inspecteur des travaux finis, pour insidieusement mais sûrement vous faire douter de l'organisation de votre soirée. Après plus de 5 ans sur YouTube et plus de 300 vidéos à mon actif, vous imaginez bien que des Jean Gaspard, j'en ai vu passer avec leur œil affûté et leur opinion très tranchée en matière d'approche de la critique, de l'analyse et de la présentation d'une œuvre. Je ne possède aucune vérité en ce qui concerne l'art de la critique littéraire, et même aucune vérité tout court. C'est un peu court, jeune homme. Ça serait très arrogant et ce n'est pas le genre de la maison, n'en déplaise à Jean Gaspard et ses nombreux clones. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir un petit avis sur la question, en plus d'une petite expérience toute subjective dans le domaine. Avec le temps, je peux en principe reconnaître et identifier, au travers de la réflexion et de l'observation, certains éléments qui, selon moi, sont essentiels à une critique ou à une analyse pertinente. Ouais, c'est pas faux. À mon humble avis, critiquer ou analyser ne consiste pas à dire si on aime ou pas un titre, même si ça peut en faire partie, par exemple en conclusion de son propos. Ça devrait consister à démontrer pourquoi et comment le titre est original, qu'est-ce qu'il peut apporter au lecteur, pourquoi il peut nous toucher, quelles techniques et méthodes ont été employées pour lui donner vie, et on en passe. Prendre un peu de recul pour observer et comprendre comment l'œuvre a été créée, et ainsi voir d'où découle son intérêt. Et pour certains, c'est là que le bas blesse. D'aucuns peuvent avoir du mal à entendre la critique négative d'une œuvre qu'ils tiennent en haute estime, là où d'autres n'accepteront pas la critique positive d'un titre qu'ils perçoivent comme problématique. Ailleurs, certains mettront en doute la méthode ou même les intentions potentiellement cachées du critique. Et plus loin, il y en a même qui sont allergiques à une approche qui tente d'être aussi académique que possible. Et enfin, il y a les champions, ceux qui ne veulent entendre aucune analyse ou critique qui n'est pas raccord avec la leur. C'est de la merde. Donc aujourd'hui, concernant la manière de critiquer ou de conseiller un manga, je voudrais mettre en lumière certaines visions drastiquement différentes de la mienne, c'est-à-dire la bonne. Ce sont donc des choses qu'on voit passer à droite à gauche en ce qui concerne la manière de parler, de présenter, d'analyser et finalement de vendre un manga, autrement dit de le conseiller et de donner envie de le lire, et qui personnellement me semblent au mieux maladroites et qui desservent celles et ceux qui tiennent ces propos. Ou alors c'est moi qui ne les comprends pas, et c'est aussi possible. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Tu n'as pas compris ce manga, c'est pour ça que tu n'as pas aimé. Il me semble qu'on peut tout à fait comprendre une œuvre, le déroulement de l'intrigue, les motivations des personnages, les enjeux du scénario, etc., sans pour autant y adhérer ou trouver que l'ensemble mérite des éloges. On peut comprendre, et dans le même temps se dire « ça aurait pu être mieux fait, ce manga n'apporte rien de nouveau au genre auquel il appartient, etc. » Par exemple, j'ai tout à fait compris des titres tels que Route End ou la série des Judge et Doubt, mais à mes yeux, il y a bien mieux dans le genre thriller, sans parler des soucis plus remarquables qui apparaîtront au travers d'une analyse. Donc à mes yeux, utiliser cet argument est assez osé et risqué pour convaincre son interlocuteur que sa critique n'est pas pertinente ou valide. Je peux comprendre un manga et en même temps me dire « la vache, ça casse pas des briques ».
Pour résumer, je trouve toujours cet argument à la limite de l'insulte déguisée. Dire à quelqu'un qu'il n'a pas aimé ou qu'il n'accroche pas parce qu'il n'a pas compris. À moins, bien sûr, de montrer dans sa critique des signes évidents de non-compréhension de l'œuvre, ce qui est toujours possible, mais sinon, c'est quand même un peu fort de Roquefort. Tu ne parles pas des défauts de ce manga, ta critique est donc complaisante. Ici, ça laisse entendre une certaine malice de la part du critique, puisqu'il ou elle aurait conscience de certains défauts d'une œuvre, mais choisirait de les passer sous silence pour ne pas entacher l'image du manga abordé. On en vient à mettre en question l'intégrité morale de la personne. De plus, cette remarque part du postulat que les défauts d'une œuvre, ce qui d'ailleurs serait une notion assez discutable, sont forcément évidents et doivent être détectables par tous, quelle que soit votre expérience et votre bagage culturel. Bien sûr, si vous vous placez en position de critique littéraire, que ce soit au travers d'un blog, d'une chaîne YouTube ou autre, d'une certaine manière, vous vous présentez comme dépositaire d'un certain savoir-faire analytique, ou en tout cas, c'est comme ça que beaucoup devraient logiquement vous percevoir. Il est de bonne guerre, donc, d'accepter en retour les critiques de son audience. Pour autant, quand bien même on se considère ou on est perçu comme spécialiste d'un médium, cela veut-il dire qu'on est capable de tout voir, de tout identifier au sein d'une œuvre, et que donc nos propos ne peuvent être qu'exhaustifs, sous peine d'être qualifiés de complaisants? Pour ma part, je vais me permettre de répondre non! Il me semble même impossible de tout voir, de tout relever au sein d'une œuvre, les forces comme les faiblesses. Pourquoi? Tout simplement parce que la perception qu'on a d'une œuvre n'est pas neutre et purement informatique. On ne reçoit pas une œuvre dans un vide vierge de notre propre biais socio-culturel. Pour le dire très simplement, quelqu'un comme moi qui a une formation littéraire va automatiquement davantage porter son attention sur la narration, les thèmes, le style, le scénario, là où un lecteur possédant une formation dans les arts graphiques se verra davantage attiré par la mise en scène, le découpage, etc. Ainsi, je trouve cette remarque assez aliénante, principalement pour son sous-entendu à peine voilé de malveillance toute volontaire. C'est normal que tu n'aies pas aimé ce manga, vu ce que tu lis d'habitude. Certains pensent que le critique ne peut pas apprécier à leur juste valeur les œuvres qui le sortent de sa zone de confort, s'il parle d'un titre trop éloigné de ce qu'il lit d'habitude, et que donc ses analyses seront forcément non pertinentes. Si vous avez cette impression par rapport à un critique, sincèrement, changez de chaîne, parce qu'en l'occurrence, un critique efficace et sérieux sera capable justement de faire fi de ses a priori, et sa propre curiosité sera le carburant pour alimenter sa réflexion et son ouverture d'esprit. Un lecteur sincèrement intéressé par le médium dont il parle ne devrait pas être arrêté par la crainte de sortir de sa zone de confort. Sa passion, si elle est authentique, le poussera à découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux styles, de nouveaux univers. Bien sûr, il est probablement plus facile de parler de choses dont on est familier, de ce à quoi on est habitué. Pour celui ou celle qui est calé en shonen neketsu, il ne sera pas forcément facile, dans un premier temps, de découvrir et de s'intéresser au gekiga. Il y aura un temps d'adaptation, de compréhension nécessaire et naturelle. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Est-ce que ça invalide pour autant la pertinence d'une critique à partir du moment où elle est faite sérieusement? Les outils de la critique, la capacité à analyser, à réfléchir, à observer, à comparer, ne sont-ils pas les mêmes? Il me semble que oui. Donc un critique suffisamment sérieux devrait pouvoir produire une analyse qui tient la route et qui est recevable à partir du moment où sa pensée et son approche sont suffisamment structurées. On devrait donc être capable de passer de Naruto à l'homme sans talent sans trop de difficultés, même si en tant que lecteur, on a une préférence pour l'une ou l'autre de ses cibles éditoriales. Ce manga a pour thématique la représentation de la communauté XYZ. Si tu n'aimes pas, c'est parce que tu es XYZ-phobe. Imaginons un manga qui parlerait de menuiserie. Certains pourraient penser que les menuisiers ne sont pas assez représentés dans les mangas, et donc, automatiquement, ce manga est excellent, car il les représente, il faut donc le lire. Et si vous n'aimez pas ce manga, si vous ne chantez pas ses louanges, ou même si vous osez ne pas être tenté de le lire, c'est parce que vous êtes menuisier-rophobe. La thématique d'un manga à elle seule n'est en aucun cas garante de la qualité, toute relative, de l'œuvre. Il y a pléthore de mangas
en l'occurrence, qui ont des thématiques extrêmement banales et qui pourraient donc facilement être considérés comme ennuyeux ou carrément chiants par beaucoup. L'homme qui marche de Taniguchi pourrait être un bon exemple, car dans ce titre, on peut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, voire presque rien, d'un point de vue thématique. Même chose pour Le Gourmet Solitaire, dont la thématique est on ne peut plus simple et tient sur une feuille à cigarette. Ces thématiques, qui n'ont rien de rocambolesque, n'ont pas empêché ces titres d'avoir séduit un grand nombre de lecteurs, au travers du dessin, de l'intelligence de l'auteur, de leur atmosphère, de la mise en scène, etc. En d'autres termes, ces mangas ne sont pas plaisants parce qu'ils ont pour thème l'observation du quotidien ou la gastronomie. Bien sûr que les thèmes sont importants dans une œuvre et ils jouent un rôle dans notre envie de la lire, mais la qualité intrinsèquement littéraire ne repose pas uniquement sur ça, bien loin de là. Une œuvre n'est pas, entre guillemets, et pour le dire très brutalement, bonne ou mauvaise parce qu'elle parle de pêche à la mouche ou de menuiserie. La thématique à elle seule ne peut pas être un argument pour nous vendre, là aussi entre guillemets, un manga, ça n'a pas de sens. Comment les personnages incarnent les thématiques, comment l'auteur s'en sert pour rendre son histoire attractive et captivante, oui, la menuiserie à elle seule, non. Parce que sinon, si vous basez tout votre argumentaire de VRP sur cet élément seul, vous n'allez pas convaincre grand monde de lire le manga, à part les menuisiers du dimanche. Un manga, et possiblement la majeure partie des œuvres fictionnelles, quel que soit le médium, ne sont pas à recommander pour leur thème et leur thème uniquement. Vous pouvez faire reposer votre création sur des thèmes très originaux ou prenants, et en même temps échouer dans leur exécution, dans leur mise en scène. Donc, nous vendre un manga sur ces thèmes et ces thèmes seulement, en disant qu'il est bien parce qu'il parle de tel ou tel thème, c'est très insuffisant pour me convaincre de le lire. Le manga devient hyper bon passé le tome 25. Lis-le au moins jusque-là, tu verras. Ah, le fameux argument de celles et ceux qui veulent t'inciter à dépenser des centaines d'euros pour que tu comprennes enfin à quel point leur manga est génial. Bon là, on a deux cas de figure. Soit il s'agit du petit-fils de Bill Gates, qui a perdu la notion de la valeur de l'argent. Ouais, ça marche. Et voilà. Argent facile. Soit c'est le descendant de Jack Sparrow qui t'écrit. Évidemment, là on est dans le cas de figure d'une longue série, et j'avoue que cet argument fini à l'eau de Javel me sort par les yeux. Ma politique perso, c'est que si au bout des 3 premiers tomes, le manga vous laisse de marbre, c'est mort. Et encore, je me trouve très généreux. Il ne s'agit pas de juger un manga sur quelques tomes, mais d'avoir le discernement suffisant de se dire soit ce n'est pas pour moi, soit d'avoir su identifier suffisamment d'éléments qui vous rebutent ou qui vous font apparaître des soucis dans le titre. Pour utiliser une analogie pas forcément pertinente, mais tant pis, je vais la faire quand même, c'est un peu comme si on vous conseillait un film qui dure 2 heures, mais qui devenait intéressant seulement passé les 3 premiers quarts d'heure. Et là, je vais en choquer plus d'un et plus d'une, mais ça me rappelle ma tentative de regarder le film Your Name. Personnellement, j'ai tenu 40 ou 45 minutes de mémoire, et j'ai arrêté. Je trouvais ça vraiment inintéressant, et même chiant. No way! Quand j'étais plus jeune, ça m'était égal de regarder un film que je trouvais passable ou médiocre, mais j'avoue qu'étant devenu un vieil ours ronchon, je n'ai plus cette patience. Si passé la première demi-heure, ton film ne m'a pas accroché, je zappe. Ah oui, et je précise que j'ai malgré tout acheté et lu le manga Your Name pour être sport et tenter de comprendre l'engouement autour de cette histoire. Eh bien la lecture du manga n'a fait que confirmer mon ressenti par rapport au film. J'ai trouvé ça passable et en aucun cas méritant le déferlement médiatique de l'époque. Enfin, comme dirait l'autre, je ne suis probablement pas le public visé, même si je persiste à penser qu'en l'occurrence, Your Name ne casse pas 3 pattes à un canard. Bref. Tout ça pour dire que si un manga ne nous accroche pas rapidement, disons au fil des 2 ou 3 premiers tomes, on n'a pas tous les moyens financiers, l'envie, le temps ou l'inclinaison pour une lecture illégale pour continuer. Utiliser l'argument d'un intérêt qui arriverait sur la longueur me semble malvenu pour nous vendre un manga. C'est à l'auteur de savoir rapidement mettre en place ses enjeux et ainsi d'attiser la curiosité du lecteur. Bon là, effectivement, argument imparable,
rien à dire. Bon, je suis convaincu, j'achète directement. Voilà voilou, c'était donc quelques arguments qu'on voit souvent revenir, utilisés soit pour tenter de dévaloriser la pertinence d'une critique, soit pour critiquer soi-même un manga, mais à mes yeux de manière maladroite et insuffisante. Encore une fois, tout ça est bien sûr à entendre dans le prisme de ma propre subjectivité. Le but n'était pas ici d'être exhaustif, et je suis donc très impatient de lire en commentaire vos histoires, vos anecdotes, vos exemples et vos avis en ce qui concerne ce sujet. Je serai très curieux de lire tout ça, donc à vos claviers maintenant.